Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Migration Azure du on-premise vers le cloud. Ce séminaire se tournera autour de l'évaluation de vos bases de données SQL serveur pour la migration, déployer les solutions Azure SQL, la migration des charges de travail SQL Server vers Azure SQL, l'effectuation des tâches post-migration dans Azure SQL. Tout cela avec Dr Sofiane Maldi, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Sofiane. Dr Sofiane, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire et veuillez s'il vous plaît vous asseoir dans un endroit calme. C'est bon, le son est clair, s'il vous plaît. Bonjour. Oui, il marche avec merveille. Soyez les bienvenus tous pour ce séminaire. Donc, ce séminaire de à peu près 45 à 1 heure. Donc, il est à propos de la migration Azure. Donc, on a choisi la thématique Azure comme étant une étude de cas. Et donc, du on-premise vers le cloud. On-premise, c'est du local, hein, c'est-à-dire vous avez des charges quelque part en on-premise sur un data center ou des mêmes serveurs physiques. On va le migrer quelque part vers le cloud, mais cette fois, le cloud, c'est Azure. Bon, il y a beaucoup de charges à migrer, mais on a choisi seulement un type et c'est la base de données. Donc, on va choisir la base de données du type SQL Server qui est en on-premise et on va le migrer quelque part sur Azure SQL. Donc, on va explorer ensemble les différentes fonctionnalités mises en place, que ce soit en on-premise ou les outils qui sont mis en place, que ce soit en on-premise ou sur Azure pour faire cette migration claire et simple. Voilà. Il y a un lien, bien sûr, pour les gens qui souhaitent, bien sûr, explorer ça de plus. Il y a un lien URL, voilà, sur Microsoft Learn. Il va vous aider, bien sûr, pour voir le détail de ce séminaire-là. Voilà. Donc, voilà la feuille de route de la migration. Elle est constituée par les étapes suivantes qu'on va les explorer ensemble. Vous avez actuellement une charge Docteur? Docteur, vous nous recevez? Docteur Sofiane sera bientôt disponible. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Vous pouvez bien sûr suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université Mid-Ocean, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Et nous vous informons qu'il y aura demain également un symposium pour le programme de licence en technologie de l'information. Vous êtes les bienvenus à être dispo, qui sera également avec Dr Soufiane et la superviseure Dr Coates à 15 h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Et on aura également un autre symposium qui aura lieu le 28 janvier pour le programme de licence en management à 19 h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Donc, Dr Soufiane, vous nous Oui, recevez? je suis là, juste il y a une petite rupture, donc je prends la main. Pardon. Pas de Tu souci, m'entends? docteur. Ok, Oui, juste oui, un nous petit vous entendons souci. avec merveille. Voilà. Donc voilà la feuille de route de la migration. Donc la question, ça a été pourquoi on doit migrer sur le cloud et actuellement nous sommes sur on-premise. Hein. Le cloud, généralement, il va nous offrir plusieurs avantages qui sont exorbitants, essentiellement la haute disponibilité. Donc sur le cloud, donc on a une solution managée, donc on n'a pas besoin de faire la maintenance, par exemple, du serveur, on s'intéresse seulement à la couche data. Par contre, on on-premise, donc on a le serveur, il faut faire des maintenances, etc. Il y a des équipes
qui est là pour faire la maintenance du serveur, pour rendre le serveur hautement disponible, etc. Donc, il y a beaucoup d'avantages, mais certainement, c'est payant, c'est pas gratuit. Hein. C'est comme le on-premise, c'est payant. Donc là, c'est les 5 disons, étapes de migration. Donc, au début, vous devez faire l'initialisation et la découverte. Donc là, vous allez comprendre qu'est-ce qu'on a comme terme de base de données. On doit choisir les différentes approches ou explorer les différentes approches de migration, quels sont les outils à utiliser, etc. Après, on va faire ce qu'on appelle un assessment ou une évaluation. Donc, on va évaluer les prérequis de la charge de travail parce qu'on ne va pas juste se pointer sur la base de on-premise, sur Azure, peut regarder peut-être les schémas, etc. de la base. Donc, on doit faire cette évaluation parce que si l'évaluation a été échouée ou si échoue, donc là, on doit rectifier quelque part. Hein. Après, on a la partie planification. Donc là, dans la planification, donc on va découvrir les charges du travail, l'outil à utiliser pour la migration. Il y a certainement, on va découvrir, il y a 2-3 outils qu'on peut les utiliser. Tous ils sont efficaces. Mais bien sûr, ça dépend de l'expérience utilisateur. Chacun il va utiliser le moyen le plus adéquat. Après, on a la transformation et l'optimisation, c'est-à-dire que si on a des charges de travail incompatibles, donc là, on va optimiser un peu la charge et bien sûr pour garder la correspondance par rapport aux nouvelles fonctionnalités. Finalement, on va faire la tâche, si tout va bien, etc., la connexion, on n'a pas de problème de connexion, on doit faire la migration, la validation et peut-être la correction. Donc tout ça, la correction. Tout ça, on va le voir un peu en détail tout au long de ce workshop-là. Voilà. Juste un moment. Ok. Est-ce que j'ai pas... Voilà. Donc tout ça, ok. Donc, on va commencer par l'évaluation. Donc, on va voir étape par étape. Donc, là, on va commencer par l'évaluation de la base de données. Est-ce qu'il est important ou non? Qu'est-ce qu'on doit faire avant la migration? Hein? Donc, là, à quoi concerne essentiellement l'évaluation? Voilà. Donc, comment on va migrer, évaluer une base de données? Donc, il y a en fait une extension qui s'appelle Migration Azure ou une extension d'Azure Migration. Quelque part, on doit le télécharger donc voilà, dans Marketplace. Voilà. Donc, quelque part, vous avez un tool voilà, qui s'appelle Azure SQL Migration. Et là, on va l'installer, bien sûr. Et une fois installé, bien sûr, on va commencer à y faire une évaluation et recommandation. Donc là, quelque part, pour la préparation de cette base-là, il va vous donner des recommandations. Et c'est quoi les recommandations? C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis en on-premise, c'est bien, OK, mais je vais aller sur Azure. Exactement, je vais pousser ma data où exactement? Donc, généralement, il y a sur Azure, on a différents châssis de bases de données. Hein. Il y a ce qu'on appelle les bases de données du type PaaS. Bon, tous, je pense, il y a deux types. Il y a le IaaS, c'est Infrastructure as a Service, et le PaaS, c'est Platform as a Service. Comme vous voyez sur le schéma, il y a le IaaS et le PaaS. Le IA, c'est quoi? C'est comme étant en on-premise, et ça, c'est à peu près same. Donc, vous avez un serveur SQL dans lequel, donc c'est une machine dans laquelle il y aura de Windows Server, que ce soit 2019, 2022, etc. Dans cette machine, il y aura l'installation du SQL Server. C'est comme étant votre machine en on-premise sur un data center, peut-être VMware, SXC, KVM, peu n'importe, et pas Hyper-V. Voilà. Donc là, c'est le plus fluide. Voilà, c'est le plus, peut-être, comme expérience utilisateur, on n'a pas vraiment de changement. L'utilisateur final, il va trouver qu'il est sur le même environnement comme étant en promesse. Mais la recommandation, elle dit quoi? On ne va pas utiliser cette format-là parce que quand même, on a beaucoup de tâches administratives à faire. Hein. Il y a des mises à jour, il y a de la sécurité, etc. Et dans ce cas, on recommande de faire le choix ou de choisir les bases de données de type PaaS, c'est Platform as a Service.
C'est quoi la plateforme as a service? C'est-à-dire, je vais dire à Microsoft, j'ai besoin d'une base de données, voilà, avec tel châssis, CPU, RAM, storage, et c'est tout. Hein. Le serveur, il est géré, il n'est pas géré par moi comme étant le SIAS, il est géré par Microsoft. Hein. Et là, vous avez, comme vous voyez, il y a les bases de données managées et les instances managées. Il y a du type. Hein, voilà, donc ils sont recommandés. Et bien sûr, avant de faire ça, donc là, il va vous juste donner la base. Quelque part, il faut faire l'approvisionnement de la base. Hein, il faut le préparer quelque part. Voilà. Voilà. Donc là, pour la recommandation des SUSKU, pour bien dimensionner, donc là, comme vous voyez, on a le serveur SQL local. Donc là, c'est en on-premise, hein, c'est ça le schéma éclaté. Donc vous avez le schéma, le on-premise. Vous avez la base Azure. Donc il y a les trois types, type 1, 2, 3. Voilà, le 1, c'est les serveurs. Voilà, c'est comme étant. Celui-là, c'est same, tout ça. Et là, il y a un outil de migration. Donc, on a une extension de migration qui s'appelle Azure Data Studio. Voilà, qu'on doit les installer et on va faire toutes les étapes qu'on a vues quelque part. Hein. Donc là, il y a la collection, la performance, l'enregistrement des résultats et l'analyse et recommandation. Sinon, vous avez aussi un outil qui s'appelle Azure Migrate sur Azure, mais là, il y aura quelque part un agent qu'on doit le télécharger sur la base de données, sur le serveur de la base de données, et après, on peut commencer, bien sûr, à faire la migration et le processus de migration. Sinon, il y aura un assistant de migration qui est donc là qu'on peut l'utiliser. Donc, il y a plusieurs moyens de faire la migration. Il n'y a pas un seul moyen, mais ça dépend de l'expérience utilisateur. Voilà. Sinon, après, pour la recommandation, il y a voilà, l'assistant de migration. Sinon, on peut utiliser PowerShell ou Bash. Certainement, vous avez, dans certains cas, on va automatiser. Donc, on n'a pas besoin seulement d'un outil graphique. On peut utiliser aussi le PowerShell. Le PowerShell, c'est le syntaxe Microsoft. Pour les bases de données, pour les serveurs de messagerie, pour Azure, etc. Sinon, on utilise le Bash CLI. Voilà. Donc, on va découvrir ensemble qu'est-ce qu'Azure Migrate. Donc, Azure Migrate, c'est un service où il réside sur le cloud, hein, il est sur Azure, c'est pas en on-premise, c'est sur Azure. Mais on peut faire de plusieurs migrations, hein. On peut migrer les serveurs web, les bases de données. Donc, voilà, comme vous voyez ici, hein, donc il y a tout, il est mentionné. On peut migrer les serveurs, les bases de données, les applications web ou les bases de données uniquement. Dans notre cas figure, voilà, on peut l'utiliser peut-être, mais ça dépend de vos workloads ou de charges de travail. Hein. Si vous avez peut-être une infrastructure, plusieurs serveurs à migrer, on peut choisir que ce soit le premier, voilà, le premier cas de figure. Sinon, on peut choisir le deuxième. Il y a d'autres scénarios, c'est-à-dire si vous voulez migrer d'un data center Hyper-V vers un autre data center Hyper-V, peut-être on peut utiliser cet outil comme étant intermédiaire entre les deux data centers. Ou dans le cas de disaster recovery ou VDI, le Virtual Desktop Infrastructure. Voilà. Sinon, on a un autre outil important qu'on utilise souvent, même dans la production, le DMA. Donc, le DMA, c'est quoi? C'est un tool qu'on doit télécharger c'est un assistant de migration. Voilà, comme vous voyez ici, c'est l'assistant de migration de données. Donc là, il va se pointer, on va l'installer quelque part sur le serveur. Hein, donc, sur le serveur local, on doit le télécharger, l'installer. Et après, on va le pointer vers le serveur. Il va bien sûr vérifier, voilà, il va sélectionner la source de vos données. Voilà, c'est le DMA. C'est gratuit. Hein. Donc, vous pouvez le télécharger directement de Microsoft Data Migration Assistant. Une fois installé, vous allez accéder aux instances SQL et bien sûr l'infrastructure réseau de votre choix. Voilà, tout ça, c'est voilà. Donc, tous les éléments nécessaires. Donc, on va ouvrir un projet au début, comme vous voyez, se pointer sur la machine SQL Server. Et bien sûr, il va vérifier, bien sûr, la parité. Il va vérifier, bien sûr, toutes les informations de votre
base de données. Voilà. Mais certainement, si vous avez des problèmes de compatibilité, peut-être on doit les fixer, etc. Certainement, c'est important de fixer tout ça avant d'entamer l'opération de migration. Voilà. Voilà, tout ça c'est du quiz, hein, donc je vais ignorer, mais après vous pouvez récupérer tout ça à partir d'une URL spécifique que je vais partager à la fin de la session. Voilà. Là, on va commencer par le déploiement de l'assurance. Donc là, on a vu un overview global sur la migration, mais maintenant, on va voir le déploiement. Comment ça se passe vraiment côté Azure, ce déploiement-là? Donc, comme j'ai dit au démarrage de cette séance, la plateforme Azure, elle contient plusieurs types de bases de données. Hein. Il y a le IaaS, comme vous voyez ici, et on a le PaaS et le Edge Computing. Hein. Certainement, ça dépend de votre choix, hein, mais généralement, on ne recommande pas ça parce que ça revient au même. Hein. C'est vraiment celui-là, ça revient au même que les infrastructures on-premise. Et donc, on souhaite donc de relaxer un peu les tâches administratives côté administrateur. Hein. Et donc là, on recommande généralement l'utilisation des services PaaS comme les managed instances ou Azure SQL Database. Voilà. Voilà un schéma pour catégoriser. Voilà les SQL serveurs. Donc là, c'est la physique, hein, c'est le on-premise. C'est coûteux, donc il est coûteux. Mais il y a beaucoup d'efforts administratifs. Hein. Donc, on va payer, il y a des ingénieurs dans l'infrastructure pour la maintenance, etc. Mais si je vais aller sur les clouds managés ou les databases managés, on aura des tâches d'administration réduites, hein, comme vous voyez ici. Hein. Donc, on parle jusque du SaaS, Software as a Service. Mais là, comme vous voyez, on a les private cloud et voilà le cloud. Donc, notre cloud, c'est là les solutions cloud, c'est le IaaS et le PaaS. Voilà, il y a le PaaS ici. Donc, soit vous choisissez ce config ou ce config. On recommande généralement d'utiliser ce config. Là, c'est la version cloud. Hein. Donc, voilà, on va migrer de cette infrastructure vers cette infrastructure. C'est ça l'objectif de la session. Sinon, on peut, dans certains cas, on va utiliser des scénarios hybrides. C'est quoi le hybride? C'est-à-dire, je peux utiliser à la fois, dans certains cas, des bases de données en local avec des bases de données sur le cloud. C'est possible. Il y a des cas de figure. Essentiellement, si nous sommes dans une phase de migration, nous aurons ce cas de figure. Hein. Donc, certainement, il y a dans l'entreprise, il y a des bases de données en premise. Si l'entreprise n'est pas en full cloud, et il y a des bases de données sur Azure. Hein. Voilà. Donc, certainement, pour nous, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, nous avons différents cas de figure de base de données. Hein. Donc, soit on va faire cet basculement en local, tout ça c'est en local. Hein. Du siège de la société, vous avez une base vers le data center, un peu data center, peut-être de la société ou peut-être loué. Hein. Sinon, je peux aussi basculer. Et c'est possible, on appelle ça de la migration aussi. Hein. C'est d'un data center Hyper-V vers un autre data center Hyper-V, c'est possible. Sinon, on peut utiliser que ce cas de figure hein, du local vers Azure dans une région ou une région. Voilà. Donc, il y a des considérations de sécurité qu'on doit le tenir compte. Donc, généralement, Microsoft, qu'est-ce qu'elle propose? Outre que l'accès à Internet, c'est-à-dire je suis en premise, comment je peux accéder au service Azure? Donc, je suis en prem ici et je peux accéder au service Azure, que ce soit en utilisant le réseau Internet, mais n'est pas recommandé puisque Internet, ce n'est pas un réseau sécurisé. Donc, généralement, Microsoft, elle a son propre réseau. Donc là, on appelle ça le Express Route. Donc, mais l'Express Route, il est un peu limité. C'est-à-dire, on ne peut pas le trouver partout dans le monde. Hein. Il y a des zones où il y a des express routes, il y a des zones où il n'y a pas d'express route. Et dans ce cas, donc, on va faire de ce schéma-là. Voilà. Sinon, si vous avez des infrastructures sur Azure, on peut faire du peering. Hein, on appelle ça du peering, que ce soit régional ou global.
Voilà, il y a des considérations de stockage hein, sur les bases de données. De préférence, on travaille sur des disques SSD, c'est pour le stockage rapide. Hein. Et donc là, vous avez des débits maximal avec la version ultra. Voilà, le top, c'est ultra, avec 2 gigabits par seconde. Hein. Sinon, le nombre d'entrées-sorties, c'est-à-dire, il peut atteindre jusqu'à 160 000 par seconde. Quand même, c'est huge, hein, c'est énorme quand même. Par rapport au HDD, c'est 2000, hein, c'est moins. Mais ça dépend de votre budget, ça dépend de votre application. Il y a beaucoup vraiment de paramètres qui sont là. Aussi, en termes de performance, on a le partitionnement des tables, il y a aussi la compression, on peut compresser les données sur la base de données. Concernant le déploiement de la base de données en termes pages, c'est simple, c'est pas vraiment très compliqué. Hein. Donc, on a deux types, le Azure SQL Database et on a ce qu'on appelle le Managed Instance. Et donc là, dans le SQL Database, on a deux types. Il y a les bases de données et les pools. Donc, on appelle ça les pools élastiques. Hein. Voilà. Mais tout ça, c'est de base. Voilà. Donc, il y a là deux modèles d'achat. Donc là, c'est important. Il y a le modèle d'achat qui est basé sur ce qu'on appelle l'unité des transactions, c'est-à-dire aujourd'hui, combien de transactions par jour? Vous avez 2 transactions, 200 transactions, 100 000 transactions. Donc, vous pouvez payer par transaction. Sinon, tu peux aussi payer par VCore. C'est quoi le VCore? C'est-à-dire le châssis et la capacité, le CPU, la mémoire. Hein. Et donc, dans ce cas, si j'ai besoin de plus de contrôle, voilà, je peux utiliser bien sûr ce modèle-là, le DTU. Donc le DTU, peut-être, c'est quoi la différence? C'est que le VCore, je vais acheter une capacité. Mais cette capacité-là, une fois achetée, peut-être vous n'allez pas exploiter toute cette capacité. Et dans ce cas, pour plus de contrôle sur le modèle ou sur le paiement, sur votre l'exploitation, généralement, on consomme ou on recommande ce modèle. Sinon, il y a un autre modèle, c'est plus rigoureux et où il y a plus de contrôle toujours. Il y a ce qu'on appelle le modèle d'achat serverless. C'est quoi? Ce sont des architectures sans serveur. C'est-à-dire aujourd'hui, je n'ai pas besoin vraiment du serveur. J'ai une opération à faire. Je vais lancer une base, je récupère le résultat. Et je dis, voilà, je vais consommer pendant un temps bien déterminé et après je reste en état inactif ou en pause. Et donc, dans ce cas, je vais gagner en termes d'argent. Je ne vais pas payer vraiment la période où il y a la pause de la base de données. Voilà, donc là, on a une base de données hautement disponible qu'on offre récupération d'urgence. Donc, on peut peut-être on a du sauvegarde une fois. Donc là, c'est le backup. On appelle ça le backup. Donc, on va faire une fois par semaine. On peut faire du backup différentiel, par exemple, toutes les 12 heures. De la journalisation, c'est-à-dire de 5 à 10 minutes sur le journal de transactions. On peut faire de la géoréplication, c'est-à-dire vous avez une copie en local sur le cloud, bien sûr, et une copie dans une autre région secondaire. Et bien sûr, on peut faire aussi des groupes de basculement, etc. Voilà. Comment déployer cette base de données sur Azure? Donc, il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode graphique, c'est-à-dire vous pouvez se connecter sur Azure, vous allez faire l'approvisionnement de la base de données, comme ça, tu vas créer, etc. Sinon, on peut faire ça de façon automatique, c'est-à-dire avec le PowerShell ou le CLI, hein, c'est possible. Donc, ce sont des commandes line essentiellement. Sinon, on peut utiliser les modèles. Les modèles, on appelle ça les templates. Et donc là, les templates, on appelle ça des templates JSON ou BICEP. Donc, il y a les deux en fait. Actuellement, dans la production, il y a beaucoup de gens qui utilisent le modèle BICEP. C'est plus allégé par rapport au JSON. Et là, on peut les créer facilement. On peut voilà, changer, modifier dans le châssis ou dans la template. Et bien sûr, je peux les exécuter facilement avec une commande PowerShell ou CLI, bien sûr, à partir de ma machine sur le cloud Azure. Voilà. Sinon, on peut créer des pools élastiques
quelque part sur Azure, je peux créer plusieurs bases de données facilement sans aucune interaction avec le monde extérieur. Voilà, donc je peux gérer les pôles élastiques aussi facilement. Donc, je peux gérer les alertes, les métriques. Tout ça, c'est pour le monitoring, bien sûr. Hein. Voilà. Vous avez aussi la taille de la base de données, le stockage, etc. Voilà. Donc, on va commencer par cette base de données qui s'appelle Azure Managed Instance. Donc, c'est une base de données managée complètement. Vous voyez que c'est complètement managé. Donc, le serveur, il est géré par qui? Ce n'est pas nous. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas l'entreprise, c'est Microsoft qui gère ça. Donc, on l'utilise généralement dans le basculement. Donc, vous souhaitez basculer de on-premise vers Azure. Voilà. Il est sécurisé. On peut l'isoler, bien sûr, et on l'utilise dans les opérations lift and shift. C'est-à-dire, je vais changer toute une base vers une autre. Donc, 100% avec un environnement en local. Toujours avec toutes ces poules-là, on peut utiliser, comme j'ai dit, le PowerShell. La base de données, elle est hautement disponible avec un SLA de 99%. On peut faire du sauvegarde une fois, comme j'ai dit, par semaine, en différentiel, c'est-à-dire juste les modifications sur la base toutes les 12 heures ou les journaux de transactions de 5 à 10 minutes. Aussi, on peut faire de la récupération d'urgence. Donc, on peut faire du basculement automatique sans aucun souci. Voilà. Ah, tout ça, c'est de contrôle des connaissances à chaud, donc je vais l'ignorer vraiment parce que, voilà. Maintenant, on va parler de la migration, donc les tools de migration. Donc, on va utiliser, comme j'ai dit, le Azure Data Studio. Donc, on a le Azure Data Studio qu'on peut lancer en on-premise. Et donc là, la migration, elle peut être en ligne ou en mode déconnecté, c'est-à-dire à chaud, en ligne. Donc, la base de données source reste accessible, même pour des opérations de lecture et l'écriture, mais en mode déconnecté, c'est-à-dire on va, comme étant, déconnecter la base en premise. Voilà. Voilà, donc on va voir step by step avec l'assistant de migration, le DMA. Voilà, donc au début, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir un projet et je dis, une fois je fais le assessment, donc il y a deux étapes. Voilà, deux étapes. Il y a le assessment ou l'évaluation ou la migration. Donc tu vas faire le assessment qu'on a déjà vu au démarrage. Si tout va bien, on va aller sur la migration. Donc je vais donner le nom de projet. Le serveur on-premise ou la source, c'est quoi? C'est un SQL Server en fait. Voilà, pardon. Sur une machine, bon, peu importe. Donc là, peut-être sur une VM, dans Hyper-V, dans VMware, dans Azure Virtual Machine. Ça dépend de votre choix. Voilà, et après, on va créer la source. Voilà. Donc, on peut faire des groupes de disponibilité dans la migration. Donc là, on appelle ça le DAG, groupe de disponibilité distribué. Vous avez un on-premise. Donc là, mais ça dépend. Hein. Au cas où vous avez des environnements hybrides, etc. Donc là, vous allez créer de on-premise. Et là, sur Azure, on va créer un groupe DAG de disponibilité distribuée. Le one ici peut être un ExpressRoute, un VPN ou même sur Azure, hein, tout ça sur Azure, c'est possible. Voilà. Pour les migrer la base, c'est simple, on peut créer, bien sûr, avec des instructions comme ça. Voilà, on peut backuper les logs, on peut restaurer les logs, la base, etc. Voilà. Pour migrer la base de données SQL, donc là où l'infrastructure est éclatée, vous avez le on-premise, vous avez le Azure, voilà. Donc dans le on-premise, on a un SQL Server, on a un NAS pour le partage. Il y a aussi l'extension. Donc on a dit l'extension, c'est l'outil de migration, voilà, ou avec Azure Data Studio. Même Azure Data Studio, c'est l'environnement avec lequel je peux se connecter après à la base de données migrée. Hein. Voilà. Après, je vais pousser la data dans un compte de stockage, donc le conteneur de stockage de type blob. Et après, on va se pointer
bien sûr, avec une base de données qu'on va le créer quelque part sur Azure, hein, du SQL Server, de manager aux bases de données Azure SQL. Et donc, on va faire toute l'opération de migration. Donc là, c'est le format éclaté du projet de migration. Voilà. Donc après, on doit surveiller la migration à partir de Azure Data Studio. Donc là, c'est la surveillance, c'est-à-dire on peut voir la progression de votre, ce qu'on appelle la migration. Donc il dit ici les tâches à faire, est-ce que la migration a été avec succès, terminée avec succès ou peut-être avec échec, peut-être. Hein, voilà. On a aussi de la surveillance, comme vous voyez ici, les lignes, les colonnes, la durée, le début de copie, la réussite, le nombre de tables, s'il y a des opérations annulées, si on a des échecs, etc. Et peut-être on doit corriger ça juste après. Voilà l'état de la migration. Voilà, tout ça, on peut le voir. Hein. Donc là, c'est la base de données. Elle est en cours de migration. Ce sont des opérations de monitoring et de surveillance. On peut faire aussi de la migration à l'échelle. Donc là, on peut faire des migrations hors connexion, mais en utilisant PowerShell, voilà, ou Diama. Diama, comme j'ai dit, va garder les schémas de la base de données. On va migrer les schémas, les données ensemble, les schémas seulement ou les données seulement. Donc, c'est à vous de choisir. Voilà. Il va te donner toujours les statistiques. Voilà. Donc là, on a se pointer vers la source, on a choisi la destination. Donc, la destination sur Azure, les objets migrés, le déploiement, les tables et finalement la migration finale. Si vous souhaitez, choisissez bien sûr des managers d'instances, c'est de la même façon. Il n'y a pas vraiment des modifications ou des larges différences entre les deux. Donc, on prend en charge la migration en utilisant le diamant, la réplication transactionnelle, le sauvegarde et le backup. Quoi d'autre? Les extensions Azure Data Studio, le regrouper, voilà. Donc, tout ça, on a déjà vu. Hein, ce sont tous des migrations, des options de migration qui sont prises en charge, même dans l'autre. Il y a aussi la notion de log replay, le service LRS. Donc là, on va copier On va copier les sauvegardes de la base de données sur la source qu'on va le mettre quelque part sur, bien sûr, une autre base de données distante. Voilà. Le lien, c'est de la même façon. C'est un autre type, c'est vrai, mais c'est de la même façon. On a le groupe de disponibilité. Voilà, donc on peut faire du groupe entre la base de données primaire et secondaire. Voilà, le sauvegarde, on peut faire de la sauvegarde vers des comptes de stockage, voilà, du SQL Server vers des comptes de stockage. Et je peux restaurer. Voilà, donc là, c'est comme étant des sauvegardes et de restore. Donc, je fais un backup ici, tout ça sur Azure, hein, donc tout ça sur Azure, donc d'une base de données vers un compte de stockage, et à partir du compte de stockage, je peux restaurer dans une autre base, hein, c'est possible. Donc, on appelle ça le compte de stockage du type blob, en fait, voilà, du conteneur blob. Voilà, on peut utiliser aussi des points de déterminaison, mais là, c'est la partie accès. Donc, la partie accès, vous avez des bases de données qui sont attachées à des réseaux, hein, peut-être des réseaux publics, mais généralement, c'est notre commande de l'utilisation du réseau public parce que c'est Internet. Donc là, il faut faire attention. Donc, généralement, on peut autoriser à partir de notre VNet. Hein, donc, cette machine peut être un web server, etc., avec des security groups sur les cartes réseau qu'on doit autoriser peut-être le SQL ou le protocole de communication entre les deux machines. Voilà. Il y a aussi, voilà, c'est de la même façon, la connexion avec peut-être des machines en premise, avec Azure. Voilà, il y aura de la connexion, du stockage. Tout ça, il est disponible et il y a beaucoup vraiment d'environnements ou de réseaux possibles ou qui donnent la main à la connexion entre services et database. Sinon, on peut utiliser même des fonctions
sur Azure pour la gestion Azure Code de votre base de données. Si on va faire une petite comparaison entre le manager d'instance, le database et les bases de données SQL Server, il y a certainement quelques fonctionnalités qu'on ne peut pas le trouver. Par exemple, ici, il y a des fonctionnalités minimes qu'on ne peut pas le trouver, comme les journaux de transaction, l'attachement de la base de données, le service import-export. Voilà. Voilà. Après, pour la migration, donc voilà le statut de la migration. Donc, vous avez Azure SQL, comme j'ai dit, donc c'est l'extension de migration. Donc, il va se pointer vers Azure SQL, puis on va voir l'état de migration et on va monitorer ou surveiller le processus de migration. Donc, on a cet outil qu'on utilise toujours, il s'appelle DMA. Sinon, il y a des scripts pour utiliser ou faire le déplacement des logins. Hein. Donc, c'est un outil PowerShell pour bien sûr garder les utilisateurs essentiellement. Sinon, on peut utiliser des utilisateurs Active Directory. Hein. Donc, c'est pas donc là, on parle des utilisateurs locaux, pas sur l'AD. Mais sur le cloud, on peut utiliser des utilisateurs cloud, hein, sur le Microsoft Entra ID. Pour la partie sécurité, donc comme j'ai dit, il y a un pare-feu attaché au serveur de base de données. Donc on doit mettre en place des règles sur le pare-feu au niveau de la base de données. Il y a aussi un autre élément ou service puissant sur les clouds qui s'appelle Microsoft Defender for Cloud. Donc en fait, c'est un agent qui sera installé sur la base de données. Et là, cet agent, c'est l'auditeur, hein, c'est comme étant l'auditeur de votre infrastructure ou votre serveur de base de données, et c'est lui qui est capable de détecter si on a des vulnérabilités, des malwares, des issues de sécurité, etc. Donc, le prix, généralement, je pense, il atteint $15 par mois, l'agent ou le monitoring sur le serveur. Voilà, donc là, on peut faire de l'audit, que ce soit voilà, du SQL, voilà, donc du Lentra ID aussi. On peut faire aussi de masquage dynamique des données. Hein. Donc là, pour des raisons de sécurité, par exemple, vous avez des numéros ou pour des raisons de GDPR, etc. On peut masquer les numéros, les emails de vos utilisateurs. Voilà. Donc, on peut configurer le masquage dynamique aussi avec les TSQL. Voilà. Pour la partie surveillance, on peut utiliser des performances automatiques ou on peut faire des réglages automatiques de la base de données avec des règles automatiques. Voilà, on peut faire de monitoring, du CPI, des entrées-sorties, de la journalisation, on peut faire des queries en temps réel. On peut voir aussi les événements sur votre base de données. Voilà, tout ça, il est managé. Voilà. OK. Côté aussi sécurité, on parle aussi de la haute disponibilité et la récupération d'urgence hein, pour les services PaaS. On peut faire du sauvegarde, voilà. Donc, c'est possible de faire du sauvegarde, c'est de backup. Donc, comme on a parlé de backup hebdomadaire, différentiel, journalier, etc. On peut faire de la restauration ou la géorestauration, voilà. On peut faire de la géoréplication. Et c'est ça l'atout, hein, c'est ça le cloud. Le cloud, il va vous offrir. Et ces fonctionnalités, ils ne sont pas disponibles en on-premise. Hein. Donc là, vous avez peut-être un site primaire, un site secondaire, vous avez une base de données ici et vous allez faire de la géoréplication vers un autre serveur et vous avez votre client avec un traffic manager. C'est comme étant un load balancer ici. Vous allez faire de la disaster recovery, c'est-à-dire il va se pointer 100% de trafic ici sur ce site-là. Si on a un problème, 0% sur ce site-là, si on a des problèmes sur ce site, il va basculer, juste l'administrateur, il va basculer le trafic ici et tout ça, il va être se pointer sur le site secondaire. Donc là, on peut faire même des groupes de basculement. Dans ce schéma, on a une seule base de données. Là, on a deux types de bases de données, peut-être en écriture seule, écriture, lecture, etc. On peut faire aussi de l'automatisation avec des tasks bien définis. Il y a ce qu'on appelle un service Azure Automation
qu'on peut, ou les jobs. Il y a aussi les jobs qu'on peut les créer sur Azure pour faire des tâches planifiées bien déterminées sur votre environnement. Voilà. Il y a la notion d'agent SQL aussi. Voilà, donc on peut les migrer. Voilà. Voilà. C'est tout. Merci. Merci infiniment Allez. à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Donc, on répète, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Docteur Soufiane est à votre disposition. C'est le moment ou jamais. Profitez de cette opportunité. Ouais, soyez les bienvenus si vous avez des questions, des remarques, des commentaires. Soyez les bienvenus. Juste, je vais partager entre-temps le support. Si ça, comme ça, c'est en ligne, Malek. Il n'y a pas de souci sur le partage. Ok, pas de souci, docteur. Voilà, nous avons Voilà. une première question de Ali. Comment Azure gère-t-il les attaques potentielles telles que les injections? Docteur, pour le partage d'écran que vous avez partagé, veuillez s'il vous plaît m'envoyer en privé et puis nous les partagerons avec les participants. Ok, je vais partager ça juste tout de suite. Concernant la question, voilà, merci pour la question et c'est très important cette question, c'est la sécurité au niveau base de données. Généralement, il y a, comme j'ai dit, le Cloud Defender for SQL, donc c'est un service pour détecter si on a des SQL injections sur les bases de données. Mais pour protéger contre ce qu'on appelle le SQL injection ou ce qu'on appelle le WASP, donc il y a un service qui s'appelle WAF, Web Application Firewall. Ce sont des pare-feux au niveau applicatif qu'on peut les ajouter dans notre architecture. Et de cette façon, voilà, donc on va protéger les accès. Mais de toute façon, généralement, on dit les bases de données sont isolées du public. Hein, donc le réseau public, c'est interdit, strictement interdit de quelqu'un en public de se connecter à la base de données. Voilà. Donc généralement, on doit faire des précautions pour empêcher les utilisateurs en public sur Internet d'accéder à l'environnement cloud. Même si on a en interne, voilà, donc il y aura certainement des mécanismes comme j'ai dit, le Web Application Firewall qui vont éviter l'accès malicieux à la base de données. Voilà. Il s'appelle WAF. Donc, vous pouvez chercher le mot WAF sur le cloud Azure. En fait. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Ok, nous avons une question de Ambad. Bonjour prof, j'espère que vous allez bien. Au fait, vous avez parlé du moyen d'immigration, soit par connexion Internet, puis l'autre là que j'ai pas pu comprendre. Alors, votre Bon, question n'est en pas fait, très claire là. toujours, voilà, tout Internet, il est là, mais les tools de migration, il y a deux. Soit tu utilises un outil qui s'appelle le DMA, c'est le Data Migration Assistant. Voilà, je vais taper ça, Migration Assistant. Soit tu utilises Azure Migrate. Azure Migrate, c'est un service sur Azure dans lequel je dois télécharger un agent que je dois l'installer en premise. Et bien sûr, je peux faire une migration facilement de façon fluide. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat.
Il n'y a plus de questions? Tout est clair? Ma question se base sur la connexion d'envoi, puisque vous avez dit sur Internet, ce n'est pas sûr. Ambad. Se base sur la connexion d'envoi. Bon, la connexion, dans ce cas, on n'a pas besoin. Voilà, j'ai bien compris. Donc, vous parlez de WAN. Donc là, il y a ce qu'on appelle le Express Route. Donc, l'Express Route, c'est équivalent de un PLS. C'est-à-dire que lorsque vous souhaitez faire la migration ou se connecter à Azure, donc vous avez le choix. Donc, tu dois acheter des routeurs avec un partenaire Microsoft, mais comme j'ai dit, le Express Route n'est pas déployé partout dans le monde. Hein. Donc, tu dois utiliser ce Express Route, c'est équivalent, je vais taper ça, il s'appelle Express Route. Sinon, tu peux utiliser aussi des VPN en fait. Donc, il faut créer des VPN. Donc, les VPN entre votre environnement local et le Azure. Le Azure SQL, est-ce qu'il prend en charge l'intégration avec Azure Active Directory? Oui. En fait, ce n'est pas Azure Active Directory, il s'appelle actuellement, Ali, il s'appelle Microsoft Entra ID. Le nom a été changé, mais c'est vrai. Oui, vous pouvez créer des utilisateurs dans Entra ID et ces utilisateurs-là, vous allez les donner la main pour accéder à votre base. C'est possible aussi. C'est Microsoft Entra ID. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Docteur, vous avez beaucoup de Oui. bruit. Comment? Vous avez beaucoup de bruit. Ok, nous avons une question d'Hassan Soarifan. Y a-t-il des services propriétaires d'Azure non compatibles avec Google Cloud? Google Cloud, oui, ça dépend. Il faut faire une différenciation parce que c'est vrai, il y a des services compatibles et des services non compatibles. Hein. Sinon, tu dois chercher un moyen de connexion. Super. Concernant l'intégration avec Azure Active Directory, comme j'ai dit, Ali, c'est possible. Là, il y a le moyen, comme j'ai dit, il y a Microsoft Entra ID qui va faire la connexion. C'est à la place de Azure Active Directory. Juste le nom, changer le nom côté Microsoft. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Donc, Ali m'a dit, à lever la main. Ali m'a dit, la parole est à vous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier parce que c'est donc des thèmes très importants. Vraiment, nous avons aussi trouvé vraiment des choses très importantes. Et ma question aussi se basait un peu toujours sur la sécurité des données, par exemple, surtout sur partie de chiffrement. Donc, Azure SQL offre-t-il un chiffrement des données au repos et en transit? Donc, si c'est oui, donc vous pouvez, quels protocoles sont utilisés? Oui, Merci. bon, voilà, merci Ali. Bon, c'est une bonne question. Il y a les deux, Ali. Il y a les données dans les repos,
de stockage sont tous chiffrés par défaut. Microsoft, elle utilise ce qu'on appelle le AOS 256 comme étant un algorithme de chiffrement. Et same pour ce qu'on appelle les données en transit. Mais vous pouvez aussi utiliser vos clés propres, mais dans ce cas, il faut sauvegarder ces clés-là dans ce qu'on appelle Azure Key Vault pour qu'on va le garder de façon sécurisée. C'est possible, en fait. Pour les modèles de déploiement Azure SQL Data, il y a en fait trois. Il y a les serveurs IaaS, il y a deux types dans le pass. Hein. Donc, on appelle les Azure SQL et le Managed Instance. Il y a trois en global. Mais tout ça, c'est bien indiqué dans l'URL. Normalement, Hiba, il va vous partager après le lien. Ok, merci. Monsieur, j'ai encore une autre question parce que j'ai des fusions parfois concernant sur la différence entre l'authentification SQL traditionnelle et l'authentification AAD. Donc, avec le AAD, on a plus de sécurité. Hein? Donc, avec le AAD, on a le MFA, le Multi-Factor Authentication. On a aussi ce qu'on appelle les rôles privilégiés sur la base. On a aussi ce qu'on appelle la protection. C'est-à-dire, on appelle ça l'accès conditionnel. C'est-à-dire, je peux donner des conditions pour que les utilisateurs ou les administrateurs puissent accéder à la base de données que suite à des restrictions bien déterminées. Merci beaucoup. Donc, on a plus de fonctionnalités. Oui, merci beaucoup. En fait, vous avez parlé là sur le privilégié. Donc, quelles sont les meilleures pratiques pour limiter les privilégiés et appliquer le principe de moindre privilège, le reste privilège? Oui, le liste. Bon, là, il y a des benchmarks sur Microsoft. Donc, vous pouvez les trouver. Il dit, voilà, il faut utiliser les accès intra-ID, il faut utiliser le MFA, l'accès conditionnel, les rôles privilégiés. Tout ça, on doit les utiliser. Hein. Bien sûr, il y a des bonnes pratiques que vous pouvez le trouver quelque part. Ensuite, tu peux chercher un peu sur le site MSLearn. Il y a un document explicatif sur la liste privilège. En détail, en fait. Mais peut-être on va discuter ça dans une autre séance parce que ça prend beaucoup de temps, le hardening, en fait, de tout ça. Peut-être ça sera un sujet pour un séminaire futur, hein, peut-être. Voilà. Super. Nous avons une question. Docteur, il y a combien de modèles de déploiement d'Azure SQL Data? Pardon si c'est déjà expliqué, je n'étais pas depuis le début, mais un problème de connexion de ma part, merci. Vous l'avez déjà expliqué, docteur? Oui, j'ai déjà répondu. J'ai dit 3, il y a un sur le IaaS et 2 sur le PaaS actuellement. Donc, s'il vous plaît, veuillez revoir l'enregistrement sur la chaîne officielle de l'Université de Mid-Ocean qui sera bientôt disponible sur la chaîne YouTube. D'accord? Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Donc, il n'y a plus de questions. Tout est clair? D'accord, je pense que nous avons répondu à la plupart des questions. À la fin du séminaire d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Bon, là, on a parlé, peut-être un peu rapidement sur toute la migration, mais comme j'ai dit, vous pouvez commencer ça à l'aide des manipulations pratiques. Donc, il faut tout d'abord installer une machine SQL Server sur une machine virtuelle.
Il faut avoir un accès Azure pour manipuler un peu l'environnement Azure, créer une base de données et essayer de faire des manips à propos de ça. Ça sera très intéressant. Il y a peut-être des problèmes, vous allez les résoudre et c'est vraiment challengeant. Donc, je recommande toujours de voir ça de façon pratique. Ça sera mieux d'endurcir vos capacités, bien sûr, hardware et software. Voilà, je vous remercie. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous avons un certificat de participation. Veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous vous verrons Inch'Allah dans nos prochaines activités ou encore demain avec le symposium du programme de licence en technologie de l'information avec encore Dr Soufiane Mahalti et la superviseure Dr Quds Hassine, Inch'Allah, à 15h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Si vous voulez découvrir plus sur sur le programme de licence en technologie de l'information, n'hésitez pas à assister demain. C'est gratuit et accessible à tout le monde. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Au revoir.